Okay, fine. Thank you very much. So my presentation will be a response to what we discussed during your stay in Germany. We had a brief discussion on the historical background of the German National Innovation System, and I thought it might be a good idea to briefly refer to the past 200 years in 1 minute and discuss briefly some arguments explaining how the German National Innovation System developed in a Gerschenkronean view. Alexander Gerschenkron, famous economic historian, arguing that economic backwardness is not necessarily a disadvantage. And then I will turn to the formation of the German economic order as a precondition for the functioning of the National Innovation System. Of course, the German economic order is far broader than what I can cover here. I will concentrate on what is relevant for the innovation performance of Germany, and I will introduce 3 pillars. Among various other pillars, I think these could be singled out with respect to the innovation issue, and then I will try to ask some questions regarding the transferability of German experiences or setting the ground for discussion of what could be sort of a role model or a tool to provide Tunisian scientists with some ideas from the German experience. So the Gerschenkronean argument runs that backwardness is not necessarily a disadvantage when catching up, but that certain additional traits have to be considered in order to make backwardness a productive force for the industrialization. Germany definitely was late coming in industrialization, about 70 years later than the forerunner, than England. And I would say there are various traits which are due to these late coming. The first one is that Germany could not concentrate on the same sectors in its industrialization process as England did. So the German industrialization was based on the heavy industry and in addition on rather large firms and large plants. Secondly, there was this emphasis on modern technology. The most up-to-date technology was purchased from the forerunning country, so there was no repetition of a technological path being taken by the forerunner. There was rather a leapfrogging, as Krugman and others had called this behavior in a different context. Thirdly, the government had played a more active role in Germany's industrialization process. In modern terminology, Roderick's or Mazzucato's terminology, we can speak about the innovation state or the entrepreneurial state. So in opposition or in contrast rather to the English experience, the state did play a role in Germany's industrialization, and this is something I think we should keep in mind when speaking about the further development of Germany's national innovation system. And finally, new institutions for the transfer of knowledge were implemented. Here I mentioned just the technical universities and the dual system of vocational training, which in fact dates back to the late 19th century, but was transferred to industry as late as the 1930s. So this is the background from economic history.
in which I would like to place the decisions about the economic order. So what do we understand by an economic order? It's not what we understand by an economic system. Economic systems are defined by usually two categories: the ownership of the means of production and the planning processes, either being centralized or decentralized, and the means of production either in the hand of the private persons or the state. And as you can see from this matrix, Germany experienced three different types of economic systems during its history since the start of the industrialization process. Especially to be mentioned has to be the period of 1933 to 1945, or maybe to 49, depending on how you see the situation during Germany's occupation by the Allied forces. This period was a reaction to economic instability in the 1920s, and was characterized by state planning on the basis of private property of means of production. So different economic system, and you all know about how this system, by the hand-in-hand working of the arms industry and the political forces of National Socialism, contributed to the disastrous Second World War and all these disastrous events in Central Europe and all over the world. As a result, or as a response to both economic instability in the 1920s and the emphasis on collective thinking, the emphasis on totalitarian leading of the political decision-making processes, some scientists developed in the 1930s and in the 1940s an alternative model of an economic order, which we call the social market economy. It's not socialism, it doesn't have to do anything with collectivism, just the opposite. It's an economic order which is considered to be basically anti-collectivistic, based on free markets and private property. And on the other hand, this economic order somehow is in opposition, in contrast to other regional models, especially to the Anglo-American or the Neo-American model, which could be characterized rather by a free market approach, or similarly to the French dirigist approach or the Japanese cooperative approach. Michel Albert, a French economist, called the German and the French model the Rhine models, so with some differences but closer to each other than both models were to the Anglo-American model. Today, this model of an economic order is generally accepted across all straits of political parties, from the conservatives to the neo-communist party. All parties refer to the social market economy as the economic model which is characteristic for Germany and which is considered to be sort of a success model. Unemployment, social insecurity, the concentration of power led to a very specific alternative approach, and as I said, I would like to mention only three pillars of these alternative approach with regard to the innovation system. So the first pillar is also the central pillar of the whole system, and that is competition policy. Even our Chancellor, Mrs. Merkel, when discussing the European context, argued that this particular model of competition policy should be transferred to the European level,
as she thinks, and I would say the majority of German economists agree with her, that this is one of the guaranteeing factors of the success of this model, also in terms of innovation. As you all know, there is a dilemma, of course, when it comes to competition and to the market morphology. Innovation needs monopolies. Innovation needs temporary monopolies in order to make use of the innovation rent. Otherwise, an entrepreneur would not invest if there is not the high chance to make profit out of this innovation. On the other hand, any monopoly, as we know, is detrimental to the consumer. And so this is kind of a situation which has to be solved by an approach allowing both for the consumer's rights on the consumer's interest in high competition and the long-term interests of the consumers in being provided with product innovations and process innovations, as far as process innovations go for the reduction of production costs. So there are different models of what competition should be. So there's the model which is derived from the market morphology, and in fact most economists would share the idea that perfect competition, that means small producers, each of them being not able to influence the prices, would be the most suitable form of competition. Can you hear me again? No? So I think without micro is better. It's better without micro because there's this difference. So I will try to speak as loud as possible. If it is not possible to understand me, please signal. So, in general, economists think that a market morphology where small enterprises compete with each other and no enterprise can influence the price is the best form of competition. But this would not allow for innovation. On the other hand, there is the idea derived from the from the Chicago School, speaking about contestable markets as a possible form of competition. That means once there are no rules against entering a market in principle, then this would be acceptable as a form of competition. So the German concept is a little bit different from that. It is the concept of workable competition. That means once the result of a particular market situation is equal to the result of perfect competition, then this would be accepted as a suitable form of competition. And by embarking on this, I would say, middle way, both interests are being represented. The interest of protecting innovation by, for example, allowing mergers which do not 100% conform to the idea of small enterprises competing with each other, and on the other hand, allowing for the interest of the consumers to get the best out of these competitive processes. Secondly, labor relations. Another pillar which one might think is not that important for an innovation system, but to my opinion, labor relations are sort of a shell in which the innovation processes can take place either in terms of a general acceptance or in terms of contradiction. So labor relations in Germany are generally shaped by the idea of social partnership. This refers also to the idea of having only moderate wage increases. For example, there is what some call the golden or the iron rule of wage negotiations, namely that wage increases should not exceed the productivity increases. So
distributional aspect of wage negotiations are within a certain framework. They do not exceed what the economy allows for. And in fact, during the first decade of the 21st century, our wage increases were moderate to zero to negative, because we had a lot of problems in terms of inflexibility of labor markets. New laws were introduced, and the German economy as a whole was not very competitive. And in this situation, the trade unions were, I would say, rather moderate in terms of a Keynesian policy. Maybe one would say they were too moderate, but in terms of the competitiveness of the national economy, these moderate position of trade unions contributed to an enhancement of the German economy as a whole. I do not want to concentrate on this aspect. I also do not want to concentrate on the aspect of general conferences between trade unions and the government and the Employers Association, but I would like to stress the fact in terms of the innovation system that first, a pretty strong job security allows for innovation processes being accepted by laborers, by the workforce, because it does not process innovations being sheltered from the threat of job losses, do not face that strong opposition as might be possible in a different situation. Technical changes are more accepted once there is a general approach to guarantee jobs by law or by practice. And secondly, as I mentioned before in our panel discussion, the dual system of vocational training seems to be a role model in terms of cooperation between labor and capital, because both sides are involved in designing the new contents of educational endeavors. So whenever there is technical change relevant for the professional education, then this is reflected in the curricula of the vocational training system. And both sides, both labor and capital, influence the general outline of how future jobs can be described and how the training for future jobs is to be done. And the third pillar is SME policies. So policies geared towards the small and medium enterprises, which were a long time, until 1950s, being considered as a problem of the economy rather than as a solution to many other problems. Small and medium enterprises were dealt with in terms of social policies rather than in terms of economic policies. They were considered to be sort of a last resort for traditional and dying jobs. But with the idea of the social market economy, with the idea of competition as being one of the central pillars of the new economic order, the idea or the perception of what small and medium enterprises could contribute to the economy changed dramatically. Now they were seen as agents of change in terms of innovation, structural adaptation, structural change from industrial to a post-industrial economy. They were seen as the natural stabilizators for employment. They were seen as the natural stabilizators against political radicalization, which also was considered to be a result of the very unequal distribution of economic power in the 1920s and early 1930s. And this is
of course, also against some insights from economic theory, like the Neo-Schumpeterian hypothesis, which states that mostly the large-scale enterprises, due to their independent R&D departments, are able to develop innovation, but the reality, I think, shows a different perspective. SME policies were designed in a functional manner rather than in a selective manner. That means in a way that in principle all enterprises were eligible for a particular policy, and the state did not try to know better than the markets which sort of market morphology, which sort of industrial structure, which sort of commodities should be produced for the future. One example, unfortunately an example from the past, is that the government backed regional banks, and the regional banks supplied low-cost credits particularly to small and medium enterprises, and by this way there was a general approach to competitiveness, but there was sort of a general support in the same way. So you have also in this area a middle way between selective policies and non-interventionist policies. And I would say this is something which one could learn from the German system. There's always the choice being made, trying to get two different approaches within one approach. So which lessons could be drawn from the German experience? First, moderate economic backwardness is an opportunity, provided that there are some additional factors being looked for. Secondly, concerned scientists can play a role in the dynamics of in the design of economic orders. Thirdly, the issue of competition seems to be at the core of an economic system relevant for the innovation process. Fourthly, social partnership, the relationship between capital and labor, should not be neglected. And fifthly, small and medium enterprises can play a role as a problem solver rather than as a problem. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Bass, for this talk. Si vous permettez, je reviendrai sur quelques notions éventuellement avec les deux langues. Le challenge que je vais pouvoir relever avec vous pendant ces 15 minutes, c'est de partir à partir de données sur le système appelé comme ça, donc national d'innovation, au secteur économique, au secteur productif. Donc à travers en fait une révision de quelques données importantes sur l'écosystème, la notion de tech transfer, de transfert de technologie, qui est mal appréhendée aujourd'hui, le lien entre technologie de transfert et l'innovation, qui est aussi un maillon important. Ensuite, le lien entre la technologie, donc le tech transfer, avec la compétitivité. Pour arriver à, plus spécifiquement, à comment construire un avantage compétitif, qu'il soit commercial ou industriel, à travers donc un exemple d'une chaîne de valeur. Et je vais, hopefully, as we have Dr. Harino, prendre la chaîne de valeur de l'huile d'olive. Et je terminerai juste avec le point 5, parce que je ne pourrais pas faire en 15 minutes, donc des perspectives sur ce qu'on appelle les research-based spin-off, donc l'essaimage scientifique, qui est une des formes de transfert de technologie. Je reviendrai sur cette notion. Alors, je saute tout ça. Voilà. Donc, en Tunisie, nous avons peut-être le système d'innovation le plus dense qui existe sur la planète. J'ai eu l'occasion de faire des benchmarks. J'ai regardé plusieurs pays. Il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent afficher des compartiments remplis comme ça. Donc, ce que vous observez là, en fait, c'est dans chaque bulle, il y a des acteurs, donc les acteurs de l'académie,
publics, privés, les acteurs des institutions de recherche, un nombre impressionnant de laboratoires, de centres, d'instituts de recherche. Tout ce qui est donc en haut à droite, c'est les organes ou les institutions ou les organismes en charge de la stratégie, de la législation, des politiques. Ici, c'est le support financier. Donc tous les acteurs de la finance qui gèrent en fait des outils financiers sont censés supporter directement ou indirectement le système national d'innovation. Bien sûr, bon, j'ai mis quelques représentants, les principaux représentants du secteur productif ou industriel en relation avec l'innovation, en tout cas qui affichent clairement des politiques d'innovation. Donc on peut trouver là-dedans Infotica, par exemple, de Lutica, Carta Business Angels, qui est une association professionnelle aussi. Les clusters scientifiques, une grande mode aujourd'hui en Tunisie qu'on est en train de pousser avec un certain nombre d'espoirs liés au développement de ces clusters. Les ministères, les acteurs d'affaires, donc notamment tout ce qui est mis en place comme centre d'affaires, notamment les technopoles, les organisations. Alors ce que vous voyez ici, ce sont des organisations qui supportent aussi le système national d'innovation, comme les centres techniques, les centres de certification, et j'en passe. De toute façon, tout le détail, vous allez pouvoir le trouver puisque on communiquera cette présentation. Et surtout, vous avez les bureaux de transfert de technologie. Et les bureaux de transfert de technologie qui sont donc dépendants pour une grosse partie de la LPR, mais il y a aussi des bureaux de transfert de technologie qui ne dépendent pas de la LPR. Alors quand on voit tout ça, on se dit alors, on devrait pouvoir, si on mobilise autant de personnes, si on paye autant de salaires, on doit trouver quelque part le résultat. Mais on ne trouve pas le résultat, puisque la Tunisie, en termes de brevets, alors résidents, je prends bien les brevets résidents, c'est les bleus, n'a jamais pu dépasser les 150 brevets annuels, ce qui est extrêmement difficile, vu l'investissement que nous avons et la capacité que nous avons de production de R&D. Par rapport donc au volet, on va dire, expenditure, donc dépenses sur la R&D, c'est pareil, nous avons un taux qui n'est pas tout à fait faible, qui n'est pas important, mais qui ne reflète pas la réalité scientifique ou la capacité scientifique du pays. Donc, nous dépensons beaucoup dans l'infrastructure, d'accord. Nous dépensons beaucoup dans du matériel lourd qui n'est pas utilisé. Et nous dépensons surtout mal, parce que nous mettons beaucoup dans ce qu'on appelle la recherche fondamentale, et très peu, voire rien, dans la recherche appliquée. Très peu de ce budget va dans la recherche appliquée. Donc la machine, elle est en mode un peu, je l'ai dit tout à l'heure à table, autiste. Donc n'interagit pas avec la réalité, avec l'environnement. Aucune interaction avec l'environnement. Et ça continue comme ça. Alors évidemment, si on veut comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas un système de gouvernance sur notre système national d'innovation, eh bien, il n'y a qu'à voir. Ça, c'est un modèle aussi de mapping qui est intéressant parce qu'en fait, et ça peut être intéressant pour l'association plastique, parce qu'en fait, j'ai mis en haut tout ce qui est normalement donc les ministères qui ont des politiques ou qui ont des notes d'orientation ou des programmes de soutien à l'innovation. Et donc, vous voyez le nombre qu'on trouve. On trouve le ministère de l'énergie, pas de l'industrie, énergie et mines, donc maintenant qui a été splitté en deux. On trouve le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le commerce, le ministère de l'économie digitale, la santé, l'environnement, la formation, l'agriculture, le transport, etc. Donc j'en passe, vous voyez, tous ces ministères affichent leur intention de supporter l'innovation. À travers quoi? Eh bien, si vous regardez juste en dessous, donc la deuxième ligne qui est là, généralement à travers une interface de gouvernance. Et chacun, il a son interface de gouvernance. Donc, nous avons bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous avons un conseil supérieur des sciences et technologies. Donc, normalement censé
formuler des politiques dans le domaine de l'innovation. Au niveau par exemple, laissez-moi voir, donc là c'est pas très clair, mais voilà, pour le ministère des technologies d'information et d'économie numérique, nous avons un haut conseil de l'économie numérique. Alors, ce qui est fantastique, c'est que ce sont toujours des hauts conseils, c'est de very high level. Donc pour, je ne sais pas, produire quoi, en tout cas, ils sont là pour parrainer ou prendre une partie donc, de la paternité des politiques publiques en matière d'innovation. Et derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve les policy implementation. Donc là, on trouve, dans cette rubrique-là, un certain nombre de projets ou de programmes que j'ai essayé de capter comme ça à travers mon enquête. Et vous voyez, regardez, on trouve donc énormément de programmes, y compris le programme PASSRI que j'ai mis là, H2020, qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On trouve aussi le PAX, qui est un projet dans un programme pour la compétitivité du secteur des services, qui relève du ministère du Commerce. On trouve Tunisie Digital 2018, qui relève de l'économie numérique, du ministère de l'économie numérique, mais qui implique aussi le ministère de l'Industrie et d'autres ministères. Avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, parce que ça c'est un programme transverse. On trouve aussi des programmes, donc ici comme Creative Cluster, Souq Tanmia, le site, Intech, etc. Donc un certain nombre de projets qui sont aussi portés par la société civile et par les bailleurs de fonds internationaux que vous trouverez ici, que j'appelle les enablers. Donc vous avez ici les enablers et vous savez que la délégation de l'Union européenne est très active en Tunisie avec des programmes. Il y a la GIZ, il y a l'AFD, il y a l'IDO, il y a JICA, donc la coopération allemande, etc. Et donc, si en descend encore en bas, on va trouver les acteurs qui financent. Donc là, c'est ce compartiment. Voilà, j'essaie de mettre là. Ça, c'est tout ce qui est le financement. Et là, on trouve aussi beaucoup de véhicules, beaucoup de mécanismes. Et en dessous, les interfaces de support comme l'API, la NPR, le CEPEX, la NCE, le CNI, etc. Voilà. Donc, si vous regardez un peu ce document, et je pense que c'est un document assez intéressant à lire, en dessous vous avez aussi encore les acteurs, et la dernière ligne c'est les acteurs de la protection. Alors en Tunisie, nous avons 3 principales structures de protection, l'INORPI, pour la protection de la propriété industrielle, en fait, pas intellectuelle, c'est assez spécifique, elle relève du ministère de l'Industrie. La DPI, en fait, c'est une direction au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui, elle, normalement, est censée gérer le patrimoine de pays produit par les laboratoires de recherche publique, et on a le TEDAV, qui est sur les droits audiovisuels. D'accord ? Donc vous voyez que, et nous avons aussi encore un autre, qui n'est pas mentionné ici, sur les variétés végétales. Donc on a aussi une sorte de département, qui n'est pas une agence, donc un département technique qui gère les variétés végétales. Et quand on voit tout ça, on se dit, et on comprend tout de suite que ça ne peut pas marcher. Parce que nous créons des compartiments, nous créons des murs entre différents secteurs, et on essaye de développer en silo des stratégies. Là, ça ne peut pas marcher. Donc, we don't have a holistic view and we don't have a holistic strategy for innovation. Donc, on ne peut pas parler d'un système national d'innovation. C'est-à-dire, nous avons un ensemble d'acteurs et de composants qui pourraient produire un système national d'innovation. Qui pourrait. Donc, c'est peut-être là, c'est le qui pourrait. Alors, comment on pourrait le rendre effectif? Eh bien, un système est toujours présenté non seulement avec bien sûr, c'est des composantes qui le forment, mais aussi avec l'environnement qui l'englobe. C'est la même chose, il faudrait qu'on développe en fait 2 capabilities. J'étais content parce que Hans a évoqué un peu la technological capability, and I would like to challenge him later about the metrics, because is there any differential with the technological capability? We need to understand better this concept. Et ce que je propose en fait ici, c'est de dire, si on veut développer un système national d'innovation, il faudrait qu'on ait 2 types de capacités. Une capacité intrinsèque et une capacité extrinsèque. Alors qu'est-ce que la capacité intrinsèque? La capacité intrinsèque, c'est la capacité cognitive, on peut appeler ça comme ça.
C'est déjà de comprendre ce qui se passe, hein, de traiter l'information et de pouvoir prendre des décisions. D'accord ? Aujourd'hui, cette capacité est très réduite. Alors, la notion de business intelligence aussi, c'est une capacité à développer et qui va permettre aussi de développer une gestion de l'information et l'automatisation de la collecte de l'information, et on pourra y revenir dessus, avec une autre dimension, c'est la dimension que j'appelle IP Value Stream. Mais l'IP Value Stream, c'est un peu comme la chaîne de valeur de la propriété intellectuelle. Alors, c'est quoi la chaîne de valeur de la propriété intellectuelle? C'est en fait à partir de connaissances scientifiques, hein, ou technologiques, pouvoir en fait construire une brique technologique dans un domaine déterminé. Donc avec une application. Donc il faut trouver une application à une connaissance ou une fonction qui pourrait produire une offre technologique. D'accord ? Aujourd'hui, notre système national d'innovation, si on le lit à travers donc ces trois capacités, eh bien on va trouver qu'il n'a pas ces capacités-là. Donc pas de capacité cognitive, pas de capacité de veille sur le marché, et pas de capacité de IP value stream. D'accord? Donc déjà, on est très mal parti. Mais on pourrait remédier à cela et on va revenir un peu dessus. Par rapport à la capacité extrinsèque, qui est aussi importante, parce que c'est elle qui va aussi justifier et dimensionner la capacité intrinsèque, c'est d'abord la capacité de formuler des politiques publiques en matière d'innovation. Et ça, c'est un travail forcément collectif et qui concerne la communauté qui va bénéficier d'innovation. Parce qu'en fait, on ne peut pas être dedans et dehors. Ce sont les gens qui sont dehors qui doivent influencer les politiques. Ce n'est pas les gens qui sont dedans. Et ça, c'est très important. Ça, c'est comme tout à l'heure, Abdelaziz, il a dit, quand on veut faire la réforme de l'éducation, on ne demande pas aux professeurs leur avis. On leur donne des suggestions et on leur dit comment ils vont pouvoir le mettre en place. Si on commence avec le point de départ, si on leur demande à eux de donner l'orientation, ils vont faire ce qui va leur plaire, pas ce qui va plaire au marché. Ça, c'est l'orientation au marché. Il y a aussi la capacité d'absorber la R&D. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire en Tunisie, et on l'a dit ce matin, il n'y a pas de capacité d'absorption de la R&D. Pourquoi? Parce que la Tunisie n'est pas un pays industriel. Et le peu d'industrie qu'il y a, c'est de l'industrie offshore qui vient, si on regarde d'une manière macro, hein, d'accord, avec quelques exceptions, mais nous n'avons pas réellement une capacité d'absorption, et on l'a vécu lorsque Silbach était à la NPR, lorsqu'on a voulu placer des chercheurs, on ne trouve pas des clients pour les chercheurs. Et ça, c'est une grosse faiblesse, mais qui peut être contournée. Comment elle peut être contournée? On a commencé à l'évoquer ce matin dans le panel. Eh bien, la Terre est grande et infinie pour nous. Donc on peut explorer l'infini. On peut aller en Afrique, on peut aller ailleurs. Tout ce qu'on ne peut pas trouver localement comme marché, on peut le déboucher, on peut le trouver ailleurs. Et il y a surtout une grande faiblesse dans la maîtrise de ce qu'on appelle l'industrialisation du processus ou du transfert de technologie. Et je vais vous raconter une anecdote que Silbach connaît bien. J'ai amené un jour un jeune homme avec un projet très prometteur dans le domaine de l'énergie. Il avait besoin, pour finaliser sa IP Value Stream, justement, pour valoriser son travail, de faire des essais. Ces essais n'étaient pas possibles en Tunisie. Donc il fallait envoyer, d'ailleurs c'était dans le cadre des déchets de la filière huile d'olive, il fallait envoyer des échantillons, soit au Canada, soit en Chine, parce que ce sont les deux endroits où on pouvait faire ça. Et qu'est-ce que le jeune homme pense? Eh bien, on n'achète pas la technologie, on exporte la technologie en Tunisie. On ne peut pas exporter de la technologie si on ne sait pas l'importer. Et aujourd'hui, on ne sait pas importer correctement la technologie, et on n'a pas de spécialiste du transfert de technologie. Je reviendrai éventuellement dans le débat à ce truc-là. Alors, et ce qui est encore plus étrange, c'est que lorsqu'on dit aux décideurs, si on leur dit vous ne pouvez pas aujourd'hui faire de l'innovation sans transfert de technologie, eh bien c'est comme si on parlait chinois.
ce n'est pas possible. On ne peut pas innover sans faire du transfert de technologie. Et je vais vous dire pourquoi on ne peut pas innover sans transfert de technologie. Bien sûr, parce que, à la base, l'innovation se mesure où? Elle se mesure sur le marché. Et tant que cette innovation n'est pas arrivée au marché, on ne peut parler que de briques technologiques ou éventuellement de propriété intellectuelle. Donc il y a un processus de commercialisation des connaissances qui, ainsi que donc assez important, qu'il faut bien maîtriser, il faut bien comprendre. Et si on n'a pas compris, je vais aller un peu plus vite, si on n'a pas tout le cycle, eh bien c'est très difficile d'innover. Par contre, on peut être créatif. Alors ça, on revient un peu sur l'image que j'aime bien dire en général pour illustrer. Il y a une différence entre un artisan créatif et un industriel innovateur. L'artisan créatif, il fait de la pièce unique. Il peut éventuellement se débrouiller avec les connaissances qu'il a, donc intrinsèques. Mais s'il disparaît, s'il meurt, il meurt avec son art. Par contre, une industrie, si le père fondateur de cette industrie meurt, en général, son industrie ne meurt pas avec lui. C'est ça la différence. Donc, pour pouvoir assurer juste la capitalisation, donc on a en fait tous ces cycles-là, donc bien sûr avec la preuve de relevance, la preuve de concept, le proof of positioning et le proof of scalability. Ça, c'est le cycle normal donc, de la commercialisation des connaissances, et je vais encore aller plus vite, qui est à juxtaposer avec la IP Value Stream. Et la IP Value Stream, c'est une notion qui est très importante pour l'investisseur. Lorsqu'on investit dans une start-up d'innovation, et c'est une catégorie des SMI qui fait partie un peu de la stratégie allemande, hein, puisque la PME, et avant qu'elle ne devienne PME, elle démarre d'abord start-up. Donc c'est déjà un projet avant de devenir une PME. Eh bien, on démarre avec un risque très élevé, surtout pour la start-up innovante. Le risque, il est à 100% lorsqu'on démarre l'idée, et on réduit le risque au fur et à mesure qu'on développe justement des connaissances sur le marché, des connaissances sur les concurrents, sur la technologie existante, etc. Ce qui permet en fait de baisser le risque tout en augmentant la valeur de l'IP. C'est ça la courbe à retenir. Donc s'il y a un schéma à retenir, c'est bien celui-là. Et bien sûr, ça nécessite du financement. Alors au départ, le financement, il est, on va dire, faible. Il dépend des moyens de l'entrepreneur, avec ses amis, ses proches, peut-être des business angels, et puis il va commencer à monter. Et le jour où le risque atteint un niveau acceptable, c'est là où il y a en général un jump dans le financement. D'accord ? Alors si on ne sait pas faire ça, ça c'est le processus de capitalisation sur la propriété intellectuelle. This is the only way we can raise funds when we are an innovative startup. Is to value the IP. Et c'est très important de valoriser la IP dans les startups. Donc ce qui fait que on évite ainsi de se relayer sur les entreprises publiques ou sur les grosses structures qui, elles ont des cycles beaucoup plus longs. Et en Tunisie, nous avons une chance, je vais essayer peut-être de conclure avec ça, c'est qu'une bonne manière de faire du transfert de technologie, eh bien, c'est de pousser les chercheurs et les doctorants à aller dans le champ économique. Donc il faut qu'on trouve un cadre favorable qui leur permette de valoriser leur propriété intellectuelle. Pas forcément seuls, parce que seuls ils n'y arriveront pas, mais avec peut-être des ingénieurs, avec des business schools, donc des étudiants de business school ou des gens qui ont donc des expériences du marché, pour compléter et arriver très vite en essaim. On appelle ça en essaim, ou en meute de loup, c'est-à-dire en fait un grand nombre de startups qui vont arriver sur le marché pour résoudre des problèmes réels et sur le marché local, avant d'aller les projeter sur le marché international. Donc donner la fenêtre d'opportunité à des start-upers en Tunisie peut être un bon moyen de renforcer la compétitivité. Je vais vous donner un exemple très précis de la chaîne de valeur de l'huile d'olive. Je vais arrêter avec ça. Voilà une chaîne de valeur générique que j'avais appliquée à l'olive oil. Voilà. En fait, une chaîne de valeur, juste pour rappeler un peu les gros principes, elle démarre toujours avec un bloc de connaissances. La connaissance, donc, c'est en fait science et technologie. Donc c'est la science et la technologie qui déterminent la capacité donc, du maillon suivant, qui est le développement de produits et de marché.
et on commence par développer des courbes produit-marché avant de produire d'ailleurs. Ça a été dit. Ensuite on produit. Bon, ça confirme les dires de mon ami Abdelaziz. Et ensuite on distribue. Si on applique ça à la chaîne de valeur de l'huile d'olive, la première étape c'est le farming. Et vous n'avez pas idée des connaissances séculaires qu'il faut avoir pour faire du fermage d'huile d'olive. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Bien sûr, depuis Magon, le traité de Magon, beaucoup de choses ont évolué. Mais le fermage nécessite aussi de la science. C'est une science aussi. Nécessite de la science et nécessite de la technologie. Et aujourd'hui, ça a été dit par le professeur Najab ce matin, nous avons malheureusement perdu beaucoup de savoir sur beaucoup de filières parce que nous n'avons pas su préserver des connaissances séculaires. Ensuite, il y a la collecte et le stockage. Et là aussi, ça nécessite des connaissances et ça nécessite du savoir pour arriver au processing, pour arriver aux ventes et pour ensuite distribuer et donc amener le produit au client final, après l'emballage, etc. Si je reviens au farming, voilà les opportunités, le champ d'opportunités qu'il y a au niveau des chaînes de valeur. D'abord, il y a beaucoup de travaux de génomique qui peuvent être valorisés dans la filière. La génomique permet d'améliorer les variétés et permet justement de faire face à des changements climatiques, peut-être aussi à des attaques bactériologiques, virales, etc. aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi la capacité de développer des pesticides, des biopesticides, des biofertilizers pour la filière. L'irrigation, l'environnement, tout ça, nous avons un besoin extraordinaire pour renforcer la compétitivité de cette chaîne de valeur, de développer des startups dans ce domaine-là. Il faut juste y croire et les laisser faire. En termes de collecte et stockage, bien sûr, il y a le marketing, l'appellation d'origine contrôlée, le branding, le packaging, les produits dérivés, et j'en passe et des meilleurs, donc au niveau de l'énergie, la transformation des biomasses, etc. Donc, si on regarde cette chaîne de valeur, on va s'apercevoir qu'aujourd'hui, il nous manque beaucoup d'acteurs dans cette chaîne de valeur pour la rendre encore plus compétitive. Et si on continue donc le raisonnement, comment apporter des startups dans une filière dans laquelle il y a des acteurs aujourd'hui qui sont en manque de compétitivité, eh bien il faut qu'on développe un métier, un nouveau métier. C'est le métier d'ingénieur en transfert de technologie. Et donc là, le transfert de technologie pourrait devenir une vraie industrie, non seulement en local, mais aussi à l'international. Et je vous remercie. Dans la continuité de ce qui a été dit, je vais peut-être